Bonjour, docteur Silva. On vous retrouve aujourd'hui pour une interview concernant votre clinique et le salon Désir d'enfant. Donc, vous voulez vous présenter la clinique? Bonjour, bonjour. Oui, bien sûr, je m'appelle Vladimir Silva, je suis le directeur du laboratoire et l'administrateur de la clinique Ferticentro au Portugal. Je suis aussi l'administrateur de la clinique Procriar à Porto. Euh, Nous sommes deux cliniques qui se situent au Portugal. La clinique francophone est Ferticentro qui se situe à Coimbra, juste à côté de Porto, à 1h15 minutes de l'aéroport de Porto. Nous avons une énorme expérience avec les patientes francophones. Nous avons environ 25 personnes qui parlent couramment le français chez notre clinique. Et donc, nous sommes enchantés de participer au Salon Désir d'enfant, tel que l'année dernière, et de pouvoir parler directement avec nos patientes francophones et aussi avec les personnes qui cherchent des solutions pour devenir des parents en France. Donc, c'est pour ça que nous serons là. D'accord. Merci de votre présence d'ailleurs. Aujourd'hui, donc, on voulait parler du choix des donneuses à Ferticentraux, qui est un processus, vous m'aviez dit, rigoureux et transparent pour que les gens, les patients puissent prendre une décision sereine dans cette décision de vie qui n'est pas facile. Et moi, ma première question, c'était d'où viennent vos donneuses? Qui sont-elles et quelles sont leurs motivations pour faire ces dons? Alors, la première chose à dire, c'est qu'au Portugal, notre loi est un peu différente de la loi dans les autres pays dans lesquels le don d'ovocytes est plus pratiqué. Au Portugal, les dons ne sont pas anonymes, c'est-à-dire à l'âge de 18 ans, les enfants ont le droit d'accès aux origines. C'est-à-dire les données sont anonymes au moment du traitement, mais il y a un droit d'accès aux origines exclusif pour des enfants. C'est un droit des enfants, pas un droit des parents, c'est pas un droit des donneuses non plus. Donc, par cette raison, les donneuses au Portugal sont un peu différentes disons, de l'idée typique des donneuses d'ovocytes ailleurs. La majorité de nos donneuses à Coimbra sont des étudiantes universitaires parce que Coimbra est une ville universitaire et aussi comme les dons ne sont pas anonymes, les donneuses sont acceptées au programme de dons seulement après avoir une session avec la psychologue. Notre psychologue évalue la motivation de la donneuse, elle confirme si elle est d'accord pour faire le don d'une façon altruiste euh, et avec une pleine conscience de toutes les implications du don, de la décision, de l'impact de cette décision pendant toute sa vie. Et donc, les donneuses sont donc sélectionnées à nos cliniques, soit à Ferticentro, à Coimbra, soit à Procriar, à Porto. La majorité des donneuses, parce que la loi dit que les donneuses doivent avoir entre 18 et 34 ans, ces informations sont indiquées auparavant aux patientes. Et donc, nous partageons avec les patientes ces informations, mais elles n'ont pas le droit d'accès à des éléments identificatifs de la donneuse, c'est-à-dire pas de photos, pas d'accès à parler avec la donneuse, pas d'accès à l'identité de la donneuse au moment du traitement. Mais nous sommes transparents, c'est-à-dire si une personne arrive ici pour faire un traitement, on va leur dire la donneuse 1, 2, 3, 4, elle est une jeune femme âgée de 24 ans, elle étude pharmacie, elle met 1,70 m, elle a les yeux marrons, peau claire, cheveux marrons, et dans certaines situations, nous pouvons aussi partager quelques éléments additionnels, notamment des informations un peu plus personnelles sur la donneuse, si elle joue le piano, si elle déteste la musique, si elle aime les chiens ou les chats, enfin, ce genre de choses un peu bêtes, mais qui servent
pour aider aux patientes à vivre avec la décision du don et aussi à connecter avec le procès de traitement pour comprendre qu'il y a une personne derrière, une personne qui est réelle, qui a donné ses ovocytes, qui a fait un traitement invasif, qui est quand même invasif, pour aider cette personne à devenir, à former sa famille. Oui. Et donc justement, quelles sont leurs motivations à à ces donneuses? Euh, Il y a l'altruisme, vous l'avez mentionné, mais voilà, quelle est la motivation en général? Ok. Au Portugal, il y a un dédommagement aux donneuses qui est prévu dans la loi. C'est fixé dans la loi toutes les années. La loi, le montant à payer, c'est 878 euros, pardon, 687 euros. Ils ont changé cette année. Et c'est la même chose pour toutes les cliniques publiques et privées. Nous ne pouvons payer que par virement bancaire et donc les donneurs doivent signer un reçu. C'est un modèle très transparent, mais même aussi, donc, c'est quand même un valeur significative. Chaque donneuse peut donner 4 fois pendant toute sa vie, mais en même temps, ça signifie que personne ne peut faire ça de ça son métier. Okay? Donc, c'est une aide, c'est pour compenser les dépenses tout, liées à tout le procès de traitement. Mais donc, je pense que l'altruisme est toujours là parce que, bien sûr, 887 euros, c'est quelque chose, mais c'est pas énorme. Okay? C'est pas, par exemple, il y a des pays où le paiement est 1200, 1400 euros. Ça, c'est déjà beaucoup. Au Portugal, non, c'est 887 et c'est fixé dans la loi. Donc, la majorité des donneuses sont altruistes, purement altruistes. Il y a même des donneuses qui refusent le dédommagement ou qui donnent les dédommagements pour la charité, enfin pour des institutions de soutien, d'intervention sociale. Ça arrive pas mal de fois. Donc, ici, c'est un peu une conséquence du modèle de don. Comme les dons ne sont pas anonymes et les donneuses savent qu'éventuellement, dans l'avenir, un enfant issu d'un don pourra leur contacter, elles sont très conscientes de ce qu'elles font. Et donc, si elles ne sont complètement en paix avec le processus de don, si elles ne sont pas complètement confortables avec ça, elles ne donnent pas. C'est la psychologue qui fait cette évaluation d'une façon indépendante de la clinique. Et donc, je dirais que la motivation, c'est sans doute que l'argent aura un effet, mais je pense qu'elle est essentiellement une motivation d'aider à des familles et des patientes qui ont besoin de ce don. Et donc, vous avez parlé du non-anonymat. Comment est la loi au Portugal, justement, concernant le non-anonymat et les droits parentaux? Comment ça se passe? Alors, c'est un droit d'accès aux origines, c'est-à-dire l'accès à l'identité des donneuses n'est pas un droit des patientes, des parents, des futurs parents, c'est non plus un droit de la donneuse. Donc, à l'âge de 18 ans, les enfants, les personnes issues d'un don d'ovocytes ont le droit de demander à l'autorité de la PMA, l'autorité portugaise de la PMA, l'accès à l'identité civile de sa donneuse. Donc, l'accès à l'identité de la donneuse est quelque chose qui est garanti par l'État portugais, pour l'État portugais. C'est pas une garantie de la clinique. Même si une clinique ferme, cette information sera toujours disponible parce que c'est l'État portugais qui a l'obligation légale de garantir l'accès à l'identité de la donneuse. Et donc, est-ce que ça veut dire, par exemple, que la donneuse ne peut pas se rétracter? Non, jamais. C'est pas autorisé. Il y a même une décision de la Cour constitutionnelle au Portugal. Donc, c'est
la dernière cour qui existe, donc il n'y a pas, donc c'est une décision définitive qui dit clairement ça, c'est-à-dire c'est non seulement les donneurs signent un document de consentement éclairé et tout, et elle donne son accord pour révéler son identité aux enfants issus d'un don, comme cette décision est irréversible selon la décision de la Cour constitutionnelle au Portugal. Donc, c'est sur ce point de vue, c'est complètement assuré l'accès à cette information pour des enfants issus du don. Okay. Et à quel moment donc est-elle présentée comme une proposition? Combien de temps est-ce que ça peut prendre justement ce processus? Le processus de don ou d'accès à l'identité de... Non, non, l'accès du processus de don avec la donneuse. Alors, cette loi a été publiée à l'année, bon, initialement, c'était une décision de la Cour constitutionnelle à l'année 2018 et ensuite une loi a été publiée par le Parlement à l'année 2019. C'est-à-dire, il est encore tôt, ok? Donc, les premiers enfants nés en 36, ok? Donc, c'est encore tôt. Bien sûr, il y a déjà, vous m'entendez bien? Oui. Ah, il y a une coupure. Parce que mon Wi-Fi bascule entre des réseaux. Ne quittez pas, je vais basculer pour un autre réseau. 30 secondes. C'est bon maintenant? Oui. Bon, je suis désolé, parfois ça change d'un réseau Wi-Fi à l'autre. Donc, ce que je disais. Donc, c'est à l'année 2036 que les premiers enfants qui ont été conçus après la publication de cette loi, c'est à l'année 2036 qu'ils attendent les 18 ans. Okay? Bien sûr, la loi a autorisé à que les personnes qui ont donné au passé sortent de l'anonymat aussi. Et donc, nous avons déjà pas mal de donneuses et donneurs de sperme aussi qui ont décidé de sortir de l'anonymat, même s'ils ont déjà fait les dons il y a 10 ans, 15 ans, dans certains cas, etc. Et donc, pour ces enfants, cette possibilité existe déjà. Donc, nous sommes... je pense que pour l'instant, il n'y a aucun cas de demande d'accès à l'identité d'une donneuse ou d'un donneur de sperme. Et donc, on n'a pas ces informations. Ce que je peux imaginer, c'est que nous, en tant que clinique, serons ici pour aider les patientes à avoir accès à ces informations. Pour 2036, nous sommes plus sûrs parce que tout est déjà organisé. Pour les dons pour les dons antérieurs, je pense que l'autorité de la PMA aura une manière de donner ces informations. Nous, en tant que clinique, bien sûr, on a le nom de tous nos donneurs enregistrés et gardés. La loi oblige à que les informations concernant les dons soient gardées pendant 75 ans. Donc, même si un enfant à l'âge de 18 ans ne souhaite pas avoir accès à ces informations, il peut changer d'avis à l'âge de 30, 40, 50, parce que ça sera gardé pendant un minimum de 75 ans. D'accord. Donc, ils ont le temps, en effet. Et oui. donc, je reviens sur le salon. Vous serez présent donc, au Salon Désir d'enfant les 3 et 4 septembre et vous ferez une conférence donc, le dimanche à 14h30 sur le don d'ovocytes et le don de sperme non anonyme au Portugal. Donc, tous nos visiteurs qui souhaitent avoir encore plus d'informations à ce sujet pourront venir vous écouter à la conférence le dimanche et vous rencontrer donc sur le stand 44 du salon. Est-ce que vous voulez rajouter, donner un peu plus d'informations? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, docteur Silva?
Non, je pense que nous avons un peu fait le tour. Alors, seulement pour vous dire que si vous avez des questions plus spécifiques sur votre cas personnel, bon, là, dans la conférence, je vais ajouter un peu plus d'informations, un peu plus de données. Je vais essayer aussi de parler un peu directement avec le public, si ça c'est possible. Sinon, je serai à côté de notre stand et je pourrai parler personnellement avec les personnes qui le souhaitent et expliquer un peu de vive voix comment ça se passe, quelles sont les conditions de la loi au Portugal et un peu comme le type de traitement que nous pratiquons à notre clinique. Oui, non, je pense que ça a été très intéressant d'en apprendre un peu plus sur ce non-anonymat, justement, ça va peut-être rassurer des gens, je ne sais pas, mais c'est toujours intéressant d'apprendre de nouvelles choses en tout cas. Eh bien, docteur Silva, je vous remercie de votre temps et on se Je vous retrouve en prie. les 3 et 4 septembre à l'Espace Champéret à Paris. Bonne journée. Bonne journée, merci.